Bah, c'est avec SCH, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que les gens de ma ville, ils me voyaient faire une dinguerie avec un mec de notre ville. Mais on me regardait quand même comme une extraterrestre. Je crois qu'il y a que mes parents au début qui ont cru en moi. Et tu sais ce qui était le plus drôle, c'est qu'on me disait, ouais, je veux que tu mixes les sons comme t'as mixé Gradure. Ça a jamais été mixé Gradure. Là, je commence à me prendre une première vague de putain, je l'ai fait, j'ai un disque d'or en fait. Et même quand au début j'ai commencé, je te dis, à Marseille, les portes elles se fermaient. Un jour, mon père m'appelle, il me dit, ouais, je reviens de la Fnac là. Je suis en mode, mais papa, il me dit, non, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Peut-être un peu trop de réverb sur la voix et tout. Je te parle même pas des artistes qui te disent qu'ils vont te payer, qui te payent pas. On citera pas de nom. On a envie, mais. Oh, après, ça brûle les lèvres. Hein, si tu veux. Ça brûle les lèvres. On dit qu'on n'a qu'une vie. Et si en vrai on n'avait qu'une seule mort? Moi, c'est Oussama. J'ai vu ma vie défiler et depuis, j'ai changé de mental. De l'usine à la fac et de la fac à l'entrepreneuriat, j'ai lancé Artisan d'Esprit. Et si t'es ici, c'est pour entendre des récits vrais de gens qui doutent, qui tombent, mais qui avancent avec foi. Notre but, valoriser les quartiers de France. Parce qu'ils portent des talents, des rêves et des combats. Artisan d'Esprit, c'est des échanges sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Bienvenue sur Artisan de l'Esprit, le podcast qui traite des sujets de quartier. On est ici pour parler de parcours vrais, authentiques et sans langue de bois. Comme tu l'as entendu dans l'intro, je suis ici avec un nouvel invité, plus précisément une nouvelle invitée. Elle s'appelle Fanny. Fanny, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Bah écoute, merci, tu viens tout droit d'Aubagne là. Ouais, exactement, sud de la France. Sud Je de t'ai la ramené France. le soleil. Ouais, l'accent, le soleil. Plus le soleil que l'accent. Mais est-ce qu'on peut dire que t'es pour PSG ou pas? Hein? Ah, quoi? De quoi? Je crois que ça a coupé là. Ouais. Il y a des bugs sur la Ça a tablette. bugué, je crois, sur la tablette. Ça, c'est pas officiel, ça. Tu veux que j'ai des problèmes en rentrant dans le sud, en fait, c'est ça. On est ensemble. Bon, les amis, je suis très content de la recevoir. Elle le sait pas encore, mais t'as pas encore écouté d'épisode. Là, tu viens Non. en mode vraiment. Ouais, tu connais pas la ouais. première question. Ouais, non, du tout. Eh ben. En fait, j'ai entendu parler du média, Ok, cool. donc ça, c'est cool déjà. Ça veut dire que tu fais bien le taf. Ça fait plaisir. Voilà, mais j'ai pas encore vu de contenu, tout ça et tout. Donc, en fait, j'aime bien aussi, tu vois, pouvoir arriver et. Être Genre, je surprise un découvre peu. et être surprise, exactement. Et je trouve que c'est plus naturel, du coup, l'échange. Eh ben, écoute, parfait, ça me va très bien. On a une question très particulière ici avec la communauté. C'est comment va ton cœur? Comment va mon cœur? Mais il est joyeux, mon cœur. Je suis à Paris. Je suis une amoureuse de Paris. Je pense qu'on l'a compris, du coup, maintenant. Je suis en très bonne compagnie et je m'apprête à parler de ce que j'aime faire dans la vie. Donc, mon cœur, il est rempli. Eh ben, ça me fait plaisir. Tu es ingénieur son. Exactement. Tu es directrice du studio Voltaire à Aubagne. Ouais, c'est ça, Voltaire Record. Voltaire Record. Tu as énormément de récompenses. Tu es certifié à plus de. Je crois que tu as plus de 30 certifications Ouais, de c'est mémoire. ça, à peu près, ouais. Enfin, même moi, je les compte plus T'as arrêté forcément. de Ouais. compter, tu vois. Oh là là, ouais, j'abuse. Là, ça fait vraiment la fixe là, quoi. Non, mais attends, c'est légitime. Tu les as vraiment. Donc, il n'y a pas de souci Oui, à ce niveau. oui. C'est ça l'humilité aussi. C'est Oui, accepter oui. ses qualités. Hein. C'est comme Cristiano, tu vois. Il le dit. Hein. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est fort quand même, c'est que tu as des disques de diamant, des disques de platine, des disques d'or. Et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont au moins écouté une fois un artiste. Parce que tu as bossé avec SCH. Je dis n'importe quoi au hasard, tu vas me dire oui, je suis sûr. Avec Non, Rof, vas-y, t'inquiète. Je te dis si tu te trompes, t'inquiète. Vas-y, sans regarder mes notes. Avec Rof, avec Rimka, avec Naps, Ouais, avec Sadek. ouais. Il y en a un, je pense pas que tu as bossé avec lui, mais j'ai envie de te demander quand même, This Is. This Is, non, je l'ai croisé en studio, mais j'ai pas eu la chance de vraiment. Ah, attends. Je crois que je l'ai enregistré, mais c'était un featuring, je crois, mais il y a très très longtemps. Genre, je peux pas dire que j'ai vraiment bossé avec lui, Ok, mais j'ai déjà enregistré sa voix, oui, une fois. bah super, il y a encore plein d'autres. SDM. Ouais, récemment, ouais. 9-2. Ouais. Voilà. Ok, donc on s'était du Voilà. 9-2. C'est pas faux, voilà. Depuis quelques années maintenant, je suis dans le 9-2. D'accord, ok. C'est ma ville de cœur, le 9-2. Ok, Nanterre, Colombes, etc. C'est vraiment ma ville de ok, cœur. d'accord. Merci pour ta réponse. Déjà, très importante. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Franchement, ça me fait plaisir. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse, mais à travers ton quartier? Ok. Alors, moi déjà, j'étais pas à Marseille quand j'étais jeune. J'étais du côté de Montpellier, à côté de Sète, exactement. Donc dans le 34. J'ai eu une enfance dans l'innocence.
J'avais des parents qui m'ont beaucoup protégée. J'avais un grand frère de 7 ans de plus que moi. Donc, j'étais le petit bijou de la famille, la petite fille, voilà. Donc, sur ça, j'ai pas eu un parcours compliqué étant jeune. Au contraire, je trouve que j'ai été plutôt bien protégée. Et j'ai eu une belle enfance. Super. Est-ce que tu as des exemples? Exemple de... Toi, par exemple, t'as vécu près de 7. Là-bas, en tant que rappeur, il y a demi-portion Ouais, exactement. qui est là-bas. Est-ce que tu as grandi un peu avec ces morceaux? Bon, après, c'était peut-être un peu trop jeune. Alors, j'étais peut-être un petit peu trop jeune. Moi, je suis arrivée sur Marseille, j'avais 13 ans, je crois, si je te dis pas de bêtises, 13-14 ans. Donc, c'est un peu l'entrée dans l'adolescence réelle. Et du coup, moi, j'étais plus portée Psychiatre de la Rime, la FF, Ah oui. Troisième œil. Est-ce que tu arrives à associer un morceau, par exemple, Bloc Party, avec des souvenirs concrets de ton enfance? Bah ouais, au taquet et tout. C'était des sons qu'on écoutait à mort, tu vois. Bah, Psychiatre de la Rime, je crois qu'ils explosent. Je veux pas dire de bêtises, mais Bloc Party, c'est quelle année? C'est fin 90, hein, je crois, de mémoire. Ou début 2000? C'est début 2000. Si je te dis pas de bêtises, c'est début 2000, parce que l'album Enfant de la Lune, je crois que c'est 2005. Ouais, ça c'est bon. Donc Bloc Party, ça doit être 2-3 ans avant, je pense, grand max, tu vois. Donc c'est début des années 2000. Et c'est l'explosion pour moi du rap marseillais. Oui, il y avait eu IAM, il y avait eu la FF avant, mais Psychiatre de la Rime, ça ouvre de nouvelles portes, on va pas se mentir. C'est pas pareil. C'est pas le même rap. Là, IAM, c'était pour nos grands frères, nos grandes sœurs, tu vois. Ouais, complètement. Psychiatre, FF, quand ils sont arrivés, ils nous ont mis une claque. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de groupe. Ouais. Et puis même l'énergie qu'il y avait le côté innovant, et en même temps un côté conservateur, avec le côté où je dénonce et tout, tu vois. Exactement. Sur ça, moi, je suis plus de l'école Psychiatre de la Rime, du coup. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Est-ce que tu as des petites anecdotes de ton enfance? Des petites anecdotes de mon enfance, si ce n'est que j'étais une mordue de rap très tôt, très jeune, de par mon frère qui était lui qui m'a bercé un peu par le rap US, tout ça et tout, et qui m'a fait un peu écouter aussi du rap français. Mais du coup, ouais, mordue de rap, mordue des textes, justement, des textes qui racontent des choses qu'on connaît en fait au final, tu vois. Parce que quand t'écoutes, quand tes parents ils écoutent du Goldman, c'est parce que tu connais, tu vois ce que je veux dire. Même si j'adore Goldman et que je respecte l'artiste de fou, mais quand Soprano il chante des choses qu'on connaît. C'est vrai. Donc c'est pas la même chose, tu vois. De suite on est dans un autre délire, tu vois. Donc anecdote, si ce n'est te dire que voilà, que j'étais une petite amoureuse du rap, mais que je savais pas rapper et que du coup fallait que je me trouve une place, tu vois, dans ce milieu en fait. Souvent ça, Du coup je voulais traîner dans les studios. Et la réalité, c'est que la première fois où je me retrouve dans un studio, je dois avoir 14 ans, un truc comme ça, donc très jeune. Et en fait, j'étais en cours et je faisais que parler de rap tout le temps. Et j'étais vraiment une fanatique des psychiatres, tu vois. Et un jour, il y a une fille dans ma classe devant moi qui se retourne, qui me dit « Mais si t'es vraiment fan de rap et tout, à la sortie de l'école, suis-moi et tout, mon père, il a un studio de rap. » Et moi, même le mot studio, pour moi, c'était un peu flou, je captais pas trop. C'est pas comme maintenant, tu vois. Aujourd'hui, un gamin de 14 ans, il sait très bien ce que c'est que le studio. Nous, à l'époque, c'était flou encore, tu vois. Et du coup, je suis sortie de cours et je suis allée dans un studio. Et quand j'ai vu la grosse console, là, j'ai dit, ça, là, c'est qui s'en occupe? C'est qui gère ça, tu vois? Et donc, du coup, le papa de ma copine m'a dit, mais ça, c'est l'ingénieur du son. Et de là, le terme, il est rentré dans la tête et je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être ça, en fait, que je devrais faire. Ouais. T'étais plutôt discrète à l'école? Fond de la classe, discrète ou... Fond de la classe, bordel. Pas fond de la classe discrète. C'est les deux, souvent. Après, les discrets sont plus au milieu, tu vois. Ouais. Ils sont pas trop là. Les discrets sont malins, en général. Tu vois, moi, j'étais pas maline. Plus bordel. Après, bordel, mais bordel gentil. J'étais pas... j'étais celle avec qui on rigole bien, quoi. Voilà, je rigolais. J'étais pas méchante. J'étais pas celle qui se faisait remarquer dans la méchanceté, bagarre, conflit, tout ça et tout. Mais par contre, j'étais celle qui avait envie de rigoler. J'étais pas du tout scolaire, en fait. Ouais, je vois. Être à l'école, je comprenais même pas l'intérêt d'être à l'école, ni de ce qu'on nous apprenait, ni Surtout que t'as la plage à côté. On est dans le sud, il y a le soleil, à partir du mois d'avril, t'as vu, c'est déjà l'été dans nos têtes, tu vois. Oui. Donc, forcément, après, je sais pas si j'avais été à Paris sous la grisaille parisienne, j'aurais réfléchi autrement, mais en tout cas, moi, j'étais une bonne vivante. J'aime bien ce terme, bonne vivante, parce que tu vois, ça sous-entend beaucoup de choses. Ouais, carrément. Et donc, quand tu découvres un peu l'univers des studios,
la tablette d'ingé son et tout, on a un ère où il n'y a pas encore vraiment Internet, où c'est pas autant accessible qu'aujourd'hui, Non, rien à voir. Ouais. où il faut du réseau, donc comme le père de ton ami pour découvrir ces métiers-là. Ouais. Comment tu fais justement pour alimenter cette envie de Alors curiosité? clairement, moi quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis dit: «OK, c'est génial, de pouvoir gérer ça et tout, comment faire?» Je me suis renseignée en fait en tapant quand même sur internet, ingénieur du son et en essayant de regarder un peu les débouchés et il s'avère qu'à l'époque, si tu voulais devenir ingénieur du son, il fallait bosser en studio ou alors fallait faire une formation d'ingé son Ouais. et pour rentrer dans la formation d'ingé son, quand j'ai vu le prix de la formation, je me suis dit: «OK, là, souci». Donc en fait, j'ai tout fait pour quitter le cursus scolaire rapidement, travailler, essayer de mettre de l'argent de côté, pouvoir avoir un capital chômage à un moment donné qui me permettait d'arrêter de bosser pour me consacrer qu'à ça. Donc en fait, dès que je suis rentrée en fait chez moi après cette visite de studio, tout a tourné autour de ce projet-là. Et pourtant, je OK. te dis, j'avais 14-15 ans, tu vois, à l'époque, un truc comme Ouais. ça. Donc j'étais quand même jeune. Mais j'ai compris que c'est comme ça que je vivrai un jour, je vivrai de ça quoi un jour quoi. Et Vraiment. et tu l'as annoncé à ton entourage, ça? Pas au début. Non, pas au début. Au début, j'ai continué le côté passion, musique, rap, je cherchais à aller dans des studios avec, des copains qui pouvaient rapper ou quoi. Mais non, j'ai pas de suite partagé ça. Je pense que la vraie délivrance, ça a été je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. Donc j'avais quitté un peu ce cursus scolaire et tout, je bossais et tout et un jour, ma mère qui m'a dit: «Mais tu veux faire quoi, en fait?» Et je lui ai dit: «Bah, regarde, il y a ce métier-là, ingénieur du son et tout» et quand ma mère, elle s'est pas opposée à ça, qu'elle m'a dit: «OK, si c'est ce que tu veux faire, allons-y, feu», tu vois? Nous, OK. on va t'aider à payer l'école et tout, tu vois? Donc à partir du moment où j'ai eu ce truc, moi, si mes parents, ils validaient, je pouvais aller n'importe où, tu vois? Ouais. Ma seule angoisse dans ma vie, c'était mes parents, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, ils m'ont jamais mis la pression, tu vois? Mmh. Mais voilà, à partir du moment où ma mère, elle m'avait dit: «Bon, OK», là, je me suis lâchée et là, j'ai vraiment parlé ouvertement de ce projet-là. Mmh. Mais on me regardait quand même comme une extraterrestre. Je crois qu'il y a que mes parents, au début, qui ont cru en moi. Quand tu dis: «On me regardait», c'était qui? Comme une Toutes les extraterrestre? personnes autour de moi. Les amis, même frère? Ouais. Même ton frère? Non, mon frère, non. Mon frère, mes parents, je crois qu'ils ont toujours été derrière moi. D'ailleurs, pour la petite histoire, le billet de train pour partir sur Paris et commencer à vivre de ma musique, c'est mon frère qui me l'a payé. Parce qu'à l'époque, j'avais pas un. Il m'a dit: «Écoute, c'est bon, je te paye le billet de train, vas-y, bouge à Paris», tu vois? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais le petit bijou, le petit diamant de la famille et malgré ça, ils t'ont quand même laissé parce que 18-19 ans, ça reste jeune, tu vois? Ouais, On s'en rend compte ouais. avec le temps. Ils t'ont quand même laissé partir toute seule à Paris? Parce que Alors j'ai lu un peu, je sais que tu t'es on y ouais. reviendra, tu vois? Ouais. Alors en fait, la vraie histoire, c'est que 18-19 ans, je me lâche un petit peu. Je vais continuer à bosser un peu pour avoir ce capital un peu de chômage, comme je t'expliquais, me permettre de pouvoir arrêter de bosser pour toucher un chômage et vivre voilà, à côté. Et en fait, après, il va y avoir l'entrée à l'école qui était à Marseille. Mmh. Donc je suis partie sur Paris, j'avais 22 ans. Mais en fait, le premier départ sur Paris, c'est parce que dans mon école de son où je suis, j'ai un stage à faire. Ouais. Donc je pars en stage à Paris et quand je reviens de mon stage, mes parents viennent me récupérer à la gare et je me rappelle que dans la voiture, le ton, il a commencé à monter quand j'ai commencé à dire à mes parents: «Bon, en fait, moi, je finis mon école et je me taille, en fait, j'ai rien à faire ici. Je veux partir sur Paris». Moi, Paris, je te dis, je suis une amoureuse de cette ville, vraiment, de manière générale. Mais en plus, j'avais compris que là-bas, il y avait moyen que... Enfin, j'étais prise au sérieux, en fait, tu vois. Les Mmh. gens, ils avaient envie de m'apprendre des choses, tu vois. Et du coup, là, le ton, il a commencé à monter un peu. Mon père était pas très chaud. Par contre, c'est mon frère qui, derrière, du coup, papa, désolé, tu l'apprends aujourd'hui. C'est mon frère qui m'a payé le billet de train, qui Ah m'a dit, allez, oui, vas-y, tu vois, fais ce que t'as à faire, quoi. c'est fort quand même. Mon frère, il était protecteur, mais il m'a jamais rien empêché de OK. faire. Ça a jamais été le grand frère qui est dans le contrôle. Et il avait une petite sœur, il savait que de toute façon j'allais faire des conneries quoi qu'il arrive. Donc il était plus mon allié que celui qui allait jouer un rôle de père alors que Mmh. j'avais déjà un père, quoi. C'est Ouais, fort. ouais, clairement. Tu es reconnaissante aujourd'hui? Ah bah oui. Ah bah oui. Mais souvent il me le dit, hein, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai payé ton billet de train. Il me dit, ne l'oublie pas. C'est bien, c'est Mais bien. bien sûr, je suis reconnaissante, bien Mmh. sûr. J'ai lu, que tu avais, grandi dans plus ou moins la même zone que SCH, donc vous vous connaissez avant Ouais, qu'il perce. oui, totalement. C'était quoi votre relation à tous les deux? On était des jeunes de la même ville, on se connaissait très bien.
parce que je me rappelle de ses tout débuts où il rappait et du coup on était un peu, comme je te dis, moi j'étais la fille qui était à la recherche des rappeurs, j'étais toujours connectée, la MJC, les open mic, les Ouais. trucs comme ça et tout, j'étais toujours fourrée là-bas quoi. Donc forcément on se connaissait et je peux pas dire qu'on était les meilleurs potes du Bien monde, sûr. mais on s'entendait très bien et on se connaissait très bien. C'est pas fou de se revoir plusieurs années après Ouais. et d'enregistrer un projet Ouais, ensemble. clairement. Mais je me rappelle déjà à l'époque où j'ai commencé ma carrière et où il m'a appelé, il m'a parlé de corps, tu vois, qui commençait à l'approcher et tout, de la crime, tout ça et tout. Mmh. Et moi, je me rappelle, je disais, ouais, c'est mortel et tout. Et je me rappelle aussi d'une fois où il a décroché son premier disque d'or avec Anarchy. Et je lui envoie un message en lui disant, fais pas le malin, j'en ai toujours plus que toi pour l'instant. Ah ouais. Ah, t'es une gamine Donc, comme ça, toi. ouais, moi, je suis une grosse gamine. Je t'ai dit, moi, je suis celle avec qui tu rigoles. bien. Donc, mais c'est drôle de se dire qu'avec quelqu'un avec qui, on s'est connus, genre, on était des jeunes, tranquilles, qui zonaient un peu C'est dans Aubagne. Et là, on est en train de parler de qui c'est qui a le plus de disques d'or et tout. Bon, depuis, il m'a largement Ouais. dépassé. Mais c'est quand même super drôle. Oui, c'est quand même pas anodin. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le métier d'ingé son et où est-ce que ça se situe au niveau de la chaîne Ok, de d'accord. production? Alors, au niveau de la chaîne de production, l'ingé son, il peut se placer à différents niveaux. Tout va dépendre de si tu es ingé son prise de son, ingé son mix, ingé son mastering. Je te la fais courte. L'ingé son rec, donc enregistrement, il est là pour capter une source sonore. Donc, ça peut être la voix La de voix. l'artiste, ça peut être des instruments, via un micro qui va convertir le son dans par le biais d'une carte son, dans ton ordinateur et qui, voilà, ça c'est de l'enregistrement. C'est purement technique. De l'enregistrement naît après ensuite, une fois que l'artiste a fini de poser, on va faire ce qui s'appelle une mise à plat, plus ou moins un pré-mix. Donc c'est l'avant-mix. Donc moi c'est ce que je préfère faire. Clairement, moi je suis vraiment une ingé reconnue rec parce que je vais y mettre ma réa. C'est là que je vais vraiment participer à la création du son. Ok. C'est là que le son va prendre une direction artistique, on va dire. Ensuite, on va faire le mixage du son, mais plus tard, en général, c'est pas forcément dans la foulée. Le mixage, c'est simplement, on va prendre chaque piste une à une et on va les nettoyer, harmoniser, faire que le tout soit harmonieux et sonne bien ensemble. Et ensuite, le mastering, on va dire, c'est la couche de vernis final, tu vois. C'est ce qui va booster le son, c'est ce qui va l'équilibrer aussi. Et toute cette chaîne, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'un mauvais enregistrement va forcément donner un mix cata. Enfin, pas forcément, mais ça va être galère, tu vois. Et un mauvais master peut gâcher un très bon mix. Ou un très mauvais mix peut mettre en péril pour un bon master. Donc, c'est vraiment une chaîne qui se suit. Et donc, du coup, dans la chaîne de production, où on est à la création, mais on est aussi à la finition du titre. Du coup, suivant où est-ce qu'on se positionne. C'est ça qui me semblait. Voilà. Moi, en tant qu'ingé rec, du coup, je suis vraiment à la création au début, c'est-à-dire au moment où le beatmaker, il finit. Donc, le beatmaker, c'est le compositeur de l'instru. Il va finir de composer, de faire le titre, et que l'artiste va commencer à écrire dessus, et on enregistre. Et de manière beaucoup plus large, t'as le beatmaker, donc celui qui crée l'instru. Ouais. Peut-être même des fois avec l'artiste. Ensuite, l'artiste enregistre avec l'ingé son. Oui. Donc, tu fais tout le travail de mixage, etc. Et ensuite, le son sort, mais après, il y a le designer, celui qui fait la cover, qui est là. Exactement, il y a le clipper, il y a le promoteur, il y a l'attaché de presse. Voilà, c'est important tout ça, tu vois, parce que si tu fais un son mais que tu communiques pas dessus, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, la communication coûte presque aussi cher. La promotion et la communication coûtent presque plus cher même des fois que certains clips ou que certaines sessions studio. De toute façon, quand un artiste signe dans un label, le premier cachet qui touche, c'est ça, c'est une avance en vrai, c'est pas un cachet. Exactement. C'est pour qu'il puisse investir dans le projet et tout. Bien évidemment, mais qu'on se le dise, c'est pas du tout un cachet même, c'est totalement une avance. C'est la grosse erreur que les gens croient. Les gens ils disent il a signé pour 150 000, ouais, ça y est, il est riche. Non, il est pas riche. Le mec, c'est une avance, il faut qu'il la rembourse. C'est vrai. Mais ça, les gens ne le comprennent pas forcément. J'ai l'impression que être ingénieur du son, c'est un travail de l'ombre. Ou en tout cas, c'est pas un travail qui est à la hauteur de ce qu'il mérite d'être, tu vois, en termes de visibilité ou de notoriété, je dirais. Ou en dehors des artistes qui connaissent les ingé sons et tout. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a encore un gros travail à faire à ce niveau, ou est-ce que c'est préférable et c'est normal de rester un peu dans l'ombre? En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça intéresse les gens ou non?
Moi, j'ai fait un interview chez Combini en 2021. Les gens, ils ont tellement kiffé que j'ai quadruplé mon nombre d'abonnés sur Insta. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas une question de est-ce qu'on doit rester ou pas dans l'ombre. Ça intéresse les gens. Donc, Bien oui, sûr. pourquoi ne pas en parler? Je pense juste qu'avant, en fait, il n'y avait pas assez de médias. Et c'est pour ça que c'est moi qui te remercie aujourd'hui d'être là. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que Ça fait plaisir. il n'y avait pas de médias qui s'intéressaient vraiment au métier. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, si vous vous y intéressez aussi, c'est parce que vous savez aussi que vous allez faire de l'audience sur l'interview. Donc, c'est bien que ça intéresse les gens. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est un mérite. C'est bien qu'on puisse en parler. Après, je comprends qu'il y en a certains qui ont envie de rester dans l'ombre. Ouais. Moi, j'avoue, j'aime bien les interviews. J'aime bien parler. Ouais, voilà, j'aime bien parler de mon taf et tout. Donc, vas-y, go, j'y vais, tu vois. Ouais, pour une fois que c'est toi derrière le micro. En plus. Exactement, tu vois, j'aime bien aussi faire la star. Pourquoi pas? Normal. Il faut. Ben voilà. Mais je peux comprendre par contre qu'il y en a certains qui sont très bien dans l'ombre. Moi, je connais plein d'ingés, plein de confrères qui sont très très bien dans l'ombre, Ouais. qui ont même pas de compte Instagram ni rien du tout. Et t'inquiète pas que les artistes, ils savent qui c'est pourtant. Tu vois, ils travaillent avec eux, tu vois. Mais moi, c'est vrai que depuis Combini, depuis l'expo que j'ai pu avoir avec certains artistes, notamment SCH, j'ai pris plaisir aussi parce que j'ai ouvert aussi, je sais, une voie pour les femmes. Ah, on allait y venir. On allait y venir. Allons-y. J'en doute bien qu'on allait y venir, tu vois. Il y a ce truc que il y avait pas de femmes avant, enfin, où il y en avait très très peu. Déjà, On va même pas dire dans qu'il y en les avait études. pas, mais voilà. Même quand tu avais commencé Ah à l'époque, moi, il y à avait l'école, pas. j'étais la seule meuf, tu vois, c'est ce Ouais. que je veux dire dans ma classe. Donc, en tout cas, avec ce projet d'ingé son studio et tout. Et même quand au début j'ai commencé, je te dis, à Marseille, les portes elles se fermaient. Il y avait personne qui voulait me prendre en stage. Et t'avais quoi comme raison? Qu'est-ce qu'on te donnait comme justificatif? On m'entendait pas, on me disait, il y a pas de place. Désolé, on prend pas de stagiaire. Et quand c'était mon collègue de ma classe qui allait frapper à la porte, on le prenait en stage. C'est la folie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que je suis partie à Paris. Moi, de base, Paris... C'est terre d'opportunité, Paris. En fait, c'est aussi le cas, mais c'est beaucoup moins le cas. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré Jérémy Tuile, qui est un très gros ingé son. C'est ton mentor, ouais. Mon mentor. Jérémy, il m'a pas dit, t'es une meuf. Il m'a regardé, il m'a dit, putain, toi, t'as une âme de mixeuse, parce que je lui parlais de ses mix et des effets qu'il mettait dans les mix. Ah oui. En fait, il m'a pas regardé comme une meuf. Il m'a regardé comme un potentiel ingénieur son. Parce que pour l'histoire, t'es monté à Paris pour chercher un stage. Alors, non, la vraie histoire, c'est que je suis sur un concert du côté de Vitrolles, donc du côté de chez moi. Et c'est un concert où c'est l'Algérino qui se produit. Et je suis dans les coulisses aussi. Moi, j'étais un rat des concerts et tout. J'étais partout. Hein. Et en fait, le DJ de l'Algérino sur cette scène-là, c'est Jay Carré, qui était le gérant du studio Météor, ou officier Jérémy Tuile. Et en fait, dans les coulisses, moi, je dis, ouais, vous avez pas un studio où est-ce que je pourrais faire un stage et tout? Et donc, il y a un pote de Jay Carré, c'est même pas Jay Carré lui-même, c'est un pote de lui qui surtout qui dit, lui, il a un gros studio à Paris. Mais je sais même pas quel studio c'est, comment, quand et tout. Et l'histoire folle, c'est que moi, Jérémy Tuile, c'était quelqu'un que j'admirais, parce que j'étais la seule à regarder dans les livrets qui avait mixé, qui avait enregistré. Et tous les mix que j'adorais, c'était mixé Jérémy Tuile. Et en fait, quand j'arrive au studio Météor, je ne sais pas que c'est Jérémy Tuile qui bosse là-bas. Parce que tu sais pas à quoi il ressemble. Mais pas du tout. Ouais. Je savais pas à quoi il ressemblait, je savais même pas où il bossait, ce mec-là. Et en fait, du coup, Jay Carré me donne son numéro. Il me dit, tu m'envoies un message? Moi, oui, effectivement, je prends des stagiaire. Ah, le mec, il a pas su ce qu'il avait fait. Lendemain sur lendemain, je l'appelais tous les jours. Ouais, c'est bon, je peux venir, ouais, j'ai les conventions, là, ça y est et tout. Le mec, il devait avoir mal à la tête. Et en fait, un jour, il me dit, écoute, voilà, c'est l'adresse du studio. Quand t'es sur Paris, viens signer tes conventions. Je pense moi aussi, oui. C'est même pas je pense, j'en suis sûre, parce qu'il me l'avait dit. Pour moi, t'allais jamais venir. Et une semaine après, tac, tac, tac. Ah, ça y est, j'ai mes conventions et tout. Il m'a dit, vas-y, rentre, je te signe les conventions. Il me dit, tiens, je te présente l'ingé qui va te former. Il s'appelle Jérémy et tout. Et là, d'un coup, je capte, c'est Jérémy Tuile. Donc, je tremblais de tout mon être, quoi. Pour moi, c'était un truc de fou qu'il soit devant moi, tu vois. Quand tu parles de lui, il y a beaucoup de reconnaissance, parce que c'est ton mentor, beaucoup de reconnaissance. Mais tellement. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais lui partager, que tu n'as jamais osé lui dire aujourd'hui? T'étais dur, Jérémy. Tu m'as fait chialer plus d'une fois. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Mais malgré lui, c'était pas de la méchanceté. Jérémy, il a pas fait de moi qu'une ingé son. Il m'a fait grandir. À quel niveau? J'étais une petite conne de Marseille quand je suis arrivée. J'étais une petite conne de Marseille. Il a fait de moi une dame, une jeune femme, tu vois ce que te dire? C'est-à-dire que Jérémy, il m'a vraiment pris sous son aile comme un grand frère, en fait.
C'est beau. Ah ouais, non mais vraiment, je te jure. T'as une anecdote sur ça? Mais- Moi, j'aime bien les histoires, mes anecdotes. J'en ai plein en vrai Ouais. d'anecdotes avec Jérém, mais il était très dur. Il supportait pas quand j'avais des expressions de Marseille, tu vois, dans le parler. Il me reprenait sur ma manière de parler. Ah, Tu vois, jusque-là, en fait. Il allait jusque-là. On aurait dit qu'il finissait l'éducation. Parce que devant mes parents, je parlais pas la rue, quoi, tu vois. Je parlais bien devant mes parents. Ouais. Donc sur ça, ils pouvaient pas me reprendre mes parents. Par contre, quand je suis arrivée devant Jérémy, j'étais en mode cool, chill, tu vois. J'étais une fumeuse aussi. ah, Jérémy me l'a dit clairement. Il m'a dit, tu te pointes une seule fois un matin, les yeux défoncés, tu rentres chez toi. Ah bah ça a coupé tout. T'as arrêté du jour au lendemain. Mais ouais, je suis devenue clean de ouf, tu vois. c'est vrai? Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est fort comme. C'est l'apprentissage. Pour moi, être aux côtés de Jérémy, c'était un truc de fou, tu vois. Et donc, du coup, je voulais pas griller cette opportunité-là. Donc, t'as vraiment et littéralement tout mis en œuvre et en place Ouais. pour concrétiser ton projet. Ah, bien Qu'est-ce que sûr. tu ressentais je sais pas, qu'est-ce que tu ressentais quand tu disais chaque jour, je me rapproche un peu plus de mon rêve? J'ai dû réaliser, je crois, vraiment à l'annonce du disque d'or de Gradure. Ah, donc t'étais vraiment déjà dedans, quoi. J'étais déjà dedans depuis un moment et tout. En fait, je réalisais ce qui se passait quand même, que j'étais au studio Météor ou que était Jérémy. Enfin, je veux dire, au bout de 3 jours pas de stage, mais du coup, quand je suis revenue en tant vraiment qu'assistante son, après, au bout de 3 jours que j'étais là, je vous l'apporte, je me trouve nez à nez avec Rof. Ah oui. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux te dire? C'est une dinguerie, en fait. À l'époque de quel album? C'était PDRG. Ah, en plus. C'est le projet PDRG. Donc, je réalisais sans réaliser, en fait, tu vois. Mais je crois que quand j'ai vraiment été sur le projet de Gradure et qu'en 3 jours, je me rappelle son manager qui m'appelle, qui me dit, Fanny, on l'a fait, on est disque d'or et tout. Là, je commence à me prendre une première vague de, putain, je l'ai fait, j'ai un disque d'or, en fait. Là, à l'époque, le disque d'or, c'était pas des streams, hein. C'était des ventes, physiques. On C'est parle vrai, de c'est pour ça 3 que jours de vente. Ah, je m'en souviens. C'est une dinguerie. Et en fait, quelques temps après, il y a un coursier qui vient au studio Météor et il vient avec 2 colis. J'ouvre le premier colis et je vois un colis Gradure, Disque L'Homme au Bob, d'or. décerné au studio Météor. Donc c'était cool et tout. C'est le seul qu'on t'a offert apparemment. Ouais. Celui-là. Et derrière, donc j'ouvre le deuxième colis et il y avait marqué décerné à Fanny Pisonero. Ouah, c'est Là, beau. c'est une dinguerie. J'ai fondu en larmes en fait. C'est la pression qui. En fait, ça y est. Là, ça y est. Je suis devenue une ingé son certifiée. Je pense que même, tu sais quoi, là, ma carrière, elle aurait pu s'arrêter là, en vrai, C'est tu vois. vrai. Genre, Je te t'as jure. coché la case. J'ai coché la cage, ça et ça, je l'ai fait. Mais après, j'étais trop passionnée par mon métier pour arrêter, tu vois. Et puis bon, j'étais sur une montée, moi. Après le disque d'or de Gradure, c'était une dinguerie. J'avais des sessions tous les jours. Les gens, ils voulaient bosser absolument avec moi. Et tu sais, ce qui était le plus drôle, c'est qu'on me disait, ouais, je veux que tu mixes tes sons comme t'as mixé Gradure. Ça n'a jamais été mixé. Gradure, c'est des mises à plat. C'est-à-dire, mis à part, Genre, qu'est-ce que c'est on a pas enregistré, on a fait des petits prémix vite fait et tout. Gradure, il a dit, c'est lourd comme ça bouge pas. C'est vrai? Je te jure. Donc, Et tout c'est l'album, il parti l'a au sorti master. comme ça. Pas tout l'album, mais en tout cas, moi, les titres sur lesquels j'ai bossé, c'est des mises à plat, en fait, ce qu'on appelle des prémix. On n'a même pas poussé au mix avant. Et tout le monde me disait, mixe-moi ça comme t'as mixé Gradure. Ah, ça, c'est marrant. Ça, C'est une dinguerie. C'est Ça, une dinguerie. ouf. Est-ce que les gens le savent? Est-ce que tu leur disais ou pas? Non. Ok. Non, Tu laisse- dis, ouais, t'inquiète, Ouais, je gère, ouais. t'inquiète, je gère. Ah, des barres. C'est ouf. Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens venaient vers toi? Gradure? Ouais. Ah oui. Bah, c'est une crédibilité. Ouais. Jusqu'à avant Gradure, j'étais un peu la folle du bus, quoi. Donc, ils te connaissaient? Ils me connaissaient, ils voyaient. Alors, il y avait quand même des gens qui étaient très gentils avec moi et tout, mais j'étais un peu la petite Marseillaise, un peu chez père. Ah, mais attends, parce qu'en plus de ça, ça fait quoi? Ça fait qu'un an ou deux que t'es dans le métier? Même pas. Officiellement, tu vois, rien Même pas. Je suis arrivée à Météor 2014. On est disque d'or février 2015. Ouais. Donc, ouais, ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Ah, c'est... Ouais. Et il y avait des gens qui croyaient en moi, quand même. Des gens qui bossaient avec moi, qui croyaient en moi. Mais Gradure, ça a amené une crédibilité. Bah, comme son nom l'indique, une certification. Ah ouais, c'est important. T'es certifié. Ça y est, là, à partir de là, maintenant, t'es certifié, t'as bossé sur un projet, t'es crédible. Parce que t'as des gens, ils mettent des années à être certifiés. Et toi, ça arrive quand même rapidement. Ah ouais, donc, moi, ça arrive hyper rapidement. Hyper rapidement. Bah, grâce à Jérémy, grâce au studio Météor et grâce à ma détermination aussi, je veux pas me l'enlever, Bien tu sûr. vois. Et mon taf, tu vois. Parce que, bah, en étant seule meuf dans ce milieu-là, à ce moment-là, il faut que je fasse mieux que les autres. J'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix que de faire mieux. Donc, voilà. Je me rappelle d'ailleurs de Jay, le gérant de Météor, qui me disait, ta marge de progression, Fanny, elle fait peur. Ah ouais, Elle à ce fait point. peur. Ah ouais, il me disait, ça fait peur parce que t'es arrivé, c'est à peine si tu savais brancher un micro. Et là, t'es en train de me faire l'album de l'année, quoi. C'est ouf. Ouais, c'était fou quand même. Mais j'étais déter. Et puis bon, enfin, quand t'arrives, t'es pas payé, t'es rien. Enfin, fallait
Ouais, parce que Fallait justement, rentrer des sous, fallait en vivre, fallait que je m'en sorte, quoi. quand t'es à Paris, tu montes à Paris, mais t'as pas de logement. Non, j'ai rien. Donc tu dors chez des potes, chez des Ouais, connaissances, à des fois au droite, studio. à gauche, souvent en studio. Donc comment ça se passe mentalement? Et combien de temps ça dure aussi? Bah, il y a eu des moments où c'était dur, mais finalement, avec du recul, si je mets de côté les années que je vis à l'heure actuelle avec mes enfants, tout ça et tout, c'est à notre bonheur, tu vois, c'est les meilleures années de ma vie. Pourquoi? C'était trop bien. C'était trop bien. Tu étais en train de vivre ton rêve. Je suis dans un gros studio, je croise des restas tous les jours. Je suis avec Jérémy. Je tape des barres, Jérémy te prend sous ton aile, tu vois ce que je veux te dire? T'es dans un gros studio de Paris, ça rigole, tu fais un métier que tu kiffes. C'est trop bien. C'est trop bien. Et enfin, ta famille, ton frère, tes parents et tout, à aucun moment tu t'es dit je vais les appeler, je vais Ah si, je vais leur dire. j'avais des nouvelles et tout d'eux. Je pense qu'à partir du moment, tu vois, t'aimes bien les anecdotes, c'est quand l'album de Gradure il sort, j'étais très fière de dire que voilà, j'avais bossé sur l'album et un jour mon père m'appelle, il me dit ouais, je reviens de la Fnac là. Il me dit j'ai écouté hein. Moi, je suis horrifiée sur le moment. Je dis, mais non, t'as pas fait ça, papa, et tout. Parce que bon, Gradure, ça parle un peu sec et tout. ouais. T'as capté, tu vois. Je suis en mode, mais papa, il me dit, non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais, peut-être un peu trop de réverb sur la voix et tout. J'étais morte de rire, tu vois. Mais non, mes parents, ils se rendaient bien compte de l'ampleur que ça prenait. C'est beau. Et d'ailleurs, c'est là que mon père, il m'a dit, ouais, je vais monter à Paris, je vais rencontrer Jérémy, je vais voir le travail, enfin, le lieu où tu travailles et tout. Jusqu'à maintenant, ils étaient un peu en mode, c'est quoi ce délire? Elle part à Paris, elle est même pas payée, rien. Elle va crécher où et tout. Bon, mes parents savaient pas que je dormais à droite à gauche. Ouais, Hein. Mais voilà, enfin, là, il a pris le truc un peu plus au sérieux quand même, tu vois. c'est fort. Et il y a cru. Ma mère, je crois qu'elle y a toujours cru. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Le point commun de nos parents, c'est que surtout, enfin, souvent, vu qu'ils connaissent pas, Ouais. ils vont pas comprendre tes choix. Ouais. Et jusqu'au jour où tu arrives à concrétiser ce Ouais, c'est projet-là ça. et qu'ils voient, ils se disent ah ouais, ça y est. En fait, ils sont juste rassurés, tu vois. C'est Et ça. fiers, Après, je pense, bon, ma mère, elle a eu des nuits blanches aussi quand j'étais sur Paris au début. Elle me le dira pas, mais je le sais, je la connais. Mais je pense que ma mère, elle me l'a toujours dit, je vous ai pas mis au monde pour choisir à votre place. C'est beau. Donc en fait, ma mère, elle a jamais critiqué nos choix, que ce soit à mon frère ou à moi. Elle nous a toujours laissé faire. Et elle nous a vu prendre des murs des fois. Mais elle était là pour nous ramasser. Là où mon père, il va plus extérioriser l'inquiétude, tu vois. Et en extériorisant, des fois, il va s'embrouiller avec nous, tu vois. Mais je sais que ma mère, je suis persuadée qu'elle a très mal dormi les premières années où Bah ouais, j'étais à c'est Paname, sûr. tu vois. J'en suis sûre et certaine, je la connais. Mais en tout cas, elle ne nous l'a jamais montré. Ça, tu m'as renvoyé un souvenir où une fois j'ai surpris la conversation avec ma mère et une amie à elle au téléphone. Et en fait, elle expliquait la technique pour être soulagée de savoir qu'on était bien rentré après une soirée, tu vois. Ouais. Elle regardait s'il y avait les chaussures à l'entrée. Ouais, mais Ça venait pas dans la chambre. C'est ça les parents. Il y a un truc que j'ai détesté comme phrase avant, c'est tu comprendras quand tu seras parent. Ouais, Et cette phrase, elle est vraie. elle est vraie. Elle est réellement vraie. Tu sais, quand t'as des enfants, tout change. Et moi, ils sont petits encore, hein, ils sortent pas. Hein. Ouais. J'imagine même pas quand ils vont commencer à sortir. ça. Ah là. Je crois que c'est là que les rides apparaissent et les Ouais, cheveux blancs. apparemment, ouais. Je crois que c'est à partir de ce Apparemment, ouais. moment-là, ouais. Est-ce que tu peux me parler alors en dehors de l'expérience que tu as vécue avec Gradure, parce que c'était l'une des premières, mais tout artiste confondu, Mhm. ça a été quoi le projet le plus kiffant pour toi et le plus valorisant? C'est Julius 2. Ouais. C'est avec SCH, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens de ma ville, ils me voyaient faire une dinguerie avec un mec de notre ville. Donc, parce qu'après, du coup, SCH, il a fait sa carrière de son côté, moi du mien. Et je décide de rentrer dans le sud. Et il va y avoir le confinement, il va y avoir tout ça. J'ai eu mon fils, j'ai fait une grosse pause dans la musique. Et surtout, en revenant dans le sud, moi, j'étais persuadée que j'allais finalement finir par trouver des studios qui m'ouvriraient la porte. Toujours pas. Toujours pas. Ça me ferme toujours la porte alors que j'avais eu des certifs entre-temps et tout. Hein. Donc, j'étais un peu déprimée. Je tombe enceinte de mon fils. Il y a le confinement qui se passe. Il y a tout ça et tout. Et en fait, sortie de confinement, je croise la route des CH. Alors que, on n'avait plus contact, lui et moi, tu vois. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais et tout? Tu passes sur Paris et tout? Je dis, non, mais moi, j'habite ici maintenant et tout. Il me dit, non. Il me dit, je suis en train d'ouvrir un studio. Je dis, non. Je cherche du taf. Donc, tu vois, la connexion, là, il me dit, vas-y, go, viens bosser dans mon stud. Et en fait, pour lui, il était juste investisseur, tu vois, dans ce studio, mais Ouais. il n'était pas forcément là. Après, bien évidemment, dans le sud, tout le monde savait que c'était le studio d'SCH, tu vois. Et du coup, Julius 2, j'ai pas énormément participé sur le projet. Hein. J'ai fait que 2 titres qui sont Crack
et le featuring avec Freeze Corleone, Manshaft. Déjà, cette session avec Freeze Corleone, je crois que c'est une des plus grosses sessions de ma vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que je mettrais en top 1, tu vois. Pourquoi c'est le personnage L'ambiance, en soi? le personnage, le son, et quelque chose, et l'impact sur ma carrière aussi. On va dire qu'entre Gradure et SCH, les réseaux sociaux se sont énormément développés. Donc forcément, quand je fais le feat avec Freeze, c'est autre chose. C'est autre chose, tu vois ce que je veux te dire, la communication, c'est pas la même. Surtout que la communication exactement autour de Freeze, Ouais. elle est particulière, tu vois. Exactement, mais Elle quand buzz de fou. SCH a annoncé le feat avec Freeze, et que du coup, je lui ai dit, je peux annoncer moi aussi de mon côté que c'est moi qui m'a dit, vas-y, annonce que c'est toi qui as rec. Le post que j'ai fait, je crois que c'était un des posts où j'ai fait le plus de likes dessus. C'était incroyable. C'est les gens, pour eux, j'avais fait le feat de l'année, quoi. Donc, c'était le feat de l'année à ce moment-là, quoi. Clairement, tu vois, c'était une connexion, personne s'y attendait. Ouais, c'est vrai. Enfin, SCH, il était extrêmement attendu, il sortait de bande organisée. Enfin, là, à ce moment-là, à Marseille, il se passe quelque chose à ce moment-là. Le bande organisé aussi, Jules, il a créé un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire à Marseille? Le rap marseillais était en lumière à ce moment-là. Arrivé à ce moment-là, en plus. Et je suis là à ce moment-là. Forcément, ça pète, quoi, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, pour moi, c'est le projet de ma carrière. Tu crois pas en la chance, ça? Ah là là, j'ai un pote à moi, s'il regarde le podcast, Il va regarder. Je le vois déjà en train de m'écrire un message. Ouais. Non, pour moi, la chance, elle se provoque. Pour moi, la chance, elle se provoque réelle. Après, je veux bien croire que j'ai une petite étoile au-dessus de moi, tu vois. Mais pour moi, la chance, elle se provoque. Et c'est ce que je lui dis à chaque fois, on a ce débat-là, tu vois. C'est Lil French, c'est pour toi, ça. Gros big up. Ouais, gros big up à toi. Mais la chance, elle se provoque, tu vois. Si il y a quelques années, j'avais pas pris mon sac et j'étais pas partie à Paname, contre vents et marées, avec tout le monde qui me disait, mais tu t'es en train de péter un câble, meuf. Et juste mon frère qui me paye un billet de train, tu vois. Je n'aurais jamais atterri sur ce projet-là. Donc, je pense sincèrement qu'il y a quand même une part de pas de courage, mais faut De avoir volonté. Ouais, voilà. C'est dans les tripes, c'est marrant que tu dis Ouais, ça, parce que ça c'est- vient vraiment mais de... vraiment, tu vois, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Quand tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Je dis pas que tu vas forcément y arriver. Mais en tout cas, si t'essayes pas, c'est sûr que tu y arriveras Bien pas. sûr, Voilà. bien sûr. Et au niveau encore une fois, de ton expérience, c'est quoi le point commun entre tous les artistes avec qui tu as travaillé? Tu parles de tous les artistes connus? Bah, pas forcément, avec tous ceux avec qui tu as travaillé. Ah, Il y ok. a forcément un point commun, Ouais, j'imagine. la passion de la musique. Ouais. C'est des gens qui sont tous passionnés et animés par la musique, que ce soit l'artiste qui peut plus mettre un pied en dehors de chez lui, aller acheter une baguette et être tranquille, au mec qui gagne que 1 200 € par mois mais qui va en claquer 500 dans le studio parce qu'il a trop envie d'aller au studio tous les mois. Je pense qu'on peut dire que la chose qui les réunit à tous les deux, Ouais. c'est la passion de la musique. À tous les trois, même. Ouais, carrément. Parce que pour rester à Paris et pas savoir où dormir à chaque fois... Ouais, non, ouais, carrément. Carrément, ouais. Une grosse passion pour la musique, ouais. En tout cas, pour la musique, oui. C'est la musique. J'ai une question pour toi. Oui. J'en ai encore plein d'autres en vrai, tu vois. À un moment donné, tu dis mon parcours, c'est pas seulement du travail et de la réussite, c'est aussi des ombres. J'ai croisé des gens qui se servaient de mon ambition, des hommes qui confondaient opportunité et pression, des promesses qu'on me faisait pour mieux me coincer, et du chantage affectif, des demandes déplacées aussi, et puis des rêves qu'on me vendait pour mieux me voler mon énergie. Ouais. T'en as plein qui auraient été dégoûtés par ce métier. Qu'est-ce qui fait que toi, quand même, t'avais quand même envie de rester et de prouver? Je pense que c'est l'énergie qu'il y a dans certaines sessions que je fais, ou certaines journées quand j'ai fini le taf, tu vois, ou certaines nuits, pour une époque où je bossais la nuit, tu vois, où je rentrais chez moi, on avait passé vraiment un bête de moment en studio. On avait créé un truc que vraiment là, c'était un kiff, tu vois. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de la session avec Freeze. Quand ils sont repartis du studio et tout, tu vois, ce sentiment de plénitude, là, j'ai accompli un truc. J'ai fait ce pourquoi je suis faite, en fait. Et il y a eu plein de fois où j'ai voulu arrêter. Il y a eu des fois où je suis partie chercher du taf, tu vois ce que je veux dire, parce que j'avais besoin d'une stabilité. C'est important de le partager, ça aussi, je pense. Mais clairement, on n'est pas infaillible, tu vois ce que je veux dire. Et il y a eu des moments de gros doutes, de gros down. Il y a eu des moments où ça a pesé sur mon mariage, sur ma famille, sur... tu vois ce que je veux dire. Donc ça, mais je le dis, je le reconnais et je m'en cache pas, tu vois. Et dans ces moments-là, tu te dis, ça y est, stop, c'est bon, c'est la fin, j'arrête.
Mais en fait, il y a toujours une opportunité, un truc qui te tombe dessus. J'ai l'impression qu'en fait, je suis vraiment faite pour ça, quoi, en fait. Et il n'y a rien que je sache mieux faire que ça. À part peut-être m'occuper de mes enfants. Oh, c'est mignon, ça. Fallait le glisser, tu l'avais préparé. Ouais, non, même pas. Tu sais quoi, franchement, je te jure, il est sorti comme ça. C'est vrai, c'était fluide. Ouais. Et justement, dans ce, on connaît, en tout cas, de près ou de loin, l'univers du rap. On sait que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Et j'imagine encore plus en tant que femme, donc tu l'as très bien expliqué juste là. À titre personnel, comment tu as fait pour que ton mari, après on n'est pas obligé d'en parler, mais Ouais, bien sûr. ton mari garde confiance en toi, qu'il n'ait pas peur aussi, à l'inverse aussi, ils se disent vas-y, je la laisse toute seule, je sais pas ce qui peut se passer, etc. Bien sûr, bien sûr. Comment tu fais toi dans ce cadre-là? Après, mon mari il connaît mon caractère. Il sait que avant que, enfin, je suis quand même dure, voilà. Il sait que je suis quelqu'un qui fait attention. J'ai quand même bossé dans des studios où j'étais quand même épaulée, d'accord. Il y avait des gens avec moi. Je te parle de Jay Carré au Studio Météor, il aurait jamais laissé un mec me manquer de respect, tu vois. Mais même Jérémy, à l'époque, il aurait jamais laissé qui que ce soit me manquer de respect, tu vois. Donc déjà, il y a quand même des équipes avec moi. Je suis pas toute seule dans mon studio. Donc voilà. Et puis, mon mari, il y a eu des moments de down. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu des gros moments de down. Et je crois qu'il y a un amour qui est tellement fort entre lui et moi que du coup, ça a sauvé tout le reste, tu vois. Il y a aussi eu un moment donné où je me suis aussi remise en question. Parce que oui, il y a un moment donné où ma carrière passe avant tout. Ok. Vraiment, je le dis. Et j'en suis pas fière. C'est-à-dire que tu étais H24 au studio, limite. Ouais, j'en avais rien à foutre de ce qui se passait à la maison, clairement. Et mon mari a failli partir. C'était un exutoire pour toi? C'était plus pour fuir quelque chose, le studio? Non, parce que j'avais rien à fuir à la maison, puisque j'étais pas si mal. Mais c'était une passion qui me dévorait, qui était devenue trop grosse et trop grande. Et tu sais, une certif, deux certifs, t'en veux toujours plus, quoi. Et t'as toujours peur de passer à côté d'une opportunité. Et en fait, tu te rends pas compte qu'en fait, à la maison, il y a les enfants qui t'attendent, il y a ton mari. Et tu mets de côté et tu lui en veux parce qu'il y a des gens qui te mettent dans la tête que ouais, mais ton mari veut pas que t'avances, c'est bon. T'as capté ou pas? Ça va vite. C'est ça quand je parle de gens vicieux, de gens mauvais. Clairement, moi, j'ai eu une époque où j'étais dans un projet d'ouverture de studio où le gars était en train de me faire sous-entendre que c'était mon mari le mauvais, quoi. Alors que mon mari, ça fait 10 ans qu'il est là et il a pas bougé, tu vois. Donc ouais, il y a eu des gros moments de down et il y a eu des moments où il m'a dit, écoute, là, c'est soit tu reviens à toi, soit on fonce dans un mur, en fait. Et heureusement, je suis revenue à moi. Heureusement. Aujourd'hui, j'arrive à faire plus la part des choses. C'est-à-dire que oui, il y a mon travail. Oui, il y a une rigueur de travail que j'aurai toujours parce que j'ai toujours été comme ça, tu vois. Une passion, un investissement. Mais il y a un moment donné où je sais dire stop, là, je rentre. Et je passe du temps avec mon mari et mes enfants. Et ça, c'est très important aussi. Surtout qu'avec autant de certifs, les certifs, ça paye. Enfin, t'as quand même un billet. Comment ça marche? Rien du tout. Tu touches rien de spécial? Rien du tout. Et je te parle même pas des artistes qui te disent qu'ils vont te payer et qui te payent pas. Ah, ça c'est partout pareil, ça. On citera pas de nom. On a envie, mais... Oh, après, ça brûle les lèvres. Hein, si tu veux. Ça brûle les lèvres. Mais beaucoup d'artistes très connus avec qui j'ai bossé. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas ce truc-là? C'est pas comme... Parce que, en gros, c'est comme si dans leur tête, tu piochais dans leur caisse ou quoi qu'il arrive, c'est... Faudrait leur poser la question. Faudrait que tu les invites et que tu leur poses la question. Je vous invite à venir. Moi, on m'a claqué dans la tête. Je t'ai mis la lumière. Estime-toi heureuse. Je vois pas ce que tu viens réclamer de l'argent. Ah, genre, tout à fait. T'es qu'une ingé. Oh là là là. Ouais. Et le qu'une ingé. Ah ouais. Je m'aurais pas dit je suis qu'un ingé. T'as capté ou pas? En plus de ça, t'es une femme, donc tais-toi, quoi, en fait, en gros, tu vois. Ouais. Tais-toi 2 fois plus, c'est exactement ça. C'est une dinguerie, Ah ouais, non, mais c'est réel. Je me souviens moi, il y en a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jawel Lucien, qui est du 95. Et il avait fait une vidéo sur Insta, je sais plus si c'était une vidéo ou un live, il était avec un de ses ingé-sons, c'était dans l'appart en plus, c'était même pas dans un studio. Et il expliquait, il dit, vous voyez, les ingé-sons, sans eux, on n'est rien, c'est eux qui font tout le taf, c'est eux qui harmonisent tout, qui rendent la voix plus stylée, etc. Et en fait, c'est quand même ouf que, à l'inverse, t'as des artistes qui sont connus, qui méprisent. Tu vois, en fait, c'est là où mon cerveau il bug un peu. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce qu'il dit cet artiste parce que les ingés, sans eux, on n'est rien. Bon, un artiste qui sait pas
rapper, c'est pas rapper. Que je sois la meilleure ingé du monde ou pas, au bout d'un moment, si c'est pourri, c'est pourri. Hein. Parce que te dire, dire à un cuisinier de te faire une super recette avec des ingrédients de merde, au bout d'un moment, ça va être compliqué pour lui. J'en connais un, attention. Oui, on peut toujours tricher, tu vois ce que te dire, c'est vrai, on peut toujours tricher. Mais enfin bon, un artiste tout pourri, ça reste un artiste tout pourri, tu vois. Même avec du vocodeur et je pense qu'il faut se mettre d'accord avec le fait que c'est une combinaison. Ouais. Réellement. En fait, c'est autant l'artiste que l'ingé, que le beatmaker, que le producteur ou que le collègue qui te dit à un moment donné « Hey gars, oublie cette voix aiguë, pose comme ça ». Tu vois ce que te dire? En fait, c'est de la création. Toutes les personnes qui sont dans le studio à ce moment-là sont peut-être légitimes aussi à un moment donné de dire « moi, j'ai aidé à la création du titre, quoi ». Donc, moi, je pense que pour moi, c'est vraiment une combinaison de tout le monde. Et tu penses que l'IA va remplacer ton travail? Non. Non. L'IA, c'est un super outil. C'est vraiment un très très bon outil. Il n'y a pas longtemps, on a utilisé Suno pour faire une prod. La prod qu'il a sortie. Ouais. En gros, c'est une IA spécialisée dans la musique. Tu promptes ce que tu veux. C'est ça, et il te sort une prod incroyable. Et il a sorti une prod incroyable, le logiciel, tu vois. Maintenant, comme pour tout, c'est l'humain qui le commande. Le prompt, c'est bien un humain qui l'a donné. Bon, il y aura peut-être plus de bons prompteurs que de bons beatmakers à un moment donné, tu vois. C'est ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est toujours un humain qui l'a fait fonctionner. Ouais. Donc, non, pour moi, l'IA, c'est un bête d'outil et j'utilise l'IA, moi-même. Tous les jours, ChatGPT, c'est devenu mon meilleur pote. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui lui donnent même des petits noms, tu vois. Et ChatGPT, je l'appelle plus que mon pédiatre pour ma fille, des fois. C'est incroyable, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais je te jure, tu vois, c'est vraiment, là, j'abuse peut-être un peu, tu vois, mais, j'utilise pour tout dans la vie, tu vois. Et clairement, l'IA, c'est génial. Faut absolument pas cracher sur ça. Par contre, ça reste un outil. Ça fait gagner du temps, mais... Ça fait gagner du temps. Et puis, comme j'adore dire, et je l'ai dit dans d'autres interviews, je me répète, mais l'IA va peut-être maîtriser ou contrôler ou gérer une onde sonore. Par contre, il y mettra jamais l'émotion. L'émotion, c'est humain. Un robot, c'est un robot. Faisons la différence. Ouais, c'est vrai. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Okay. Je fais toujours un parallèle avec les cultures urbaines. Ouais. Tu vois, au sens très large du terme. Pas forcément rap ou hip-hop. Et là, j'ai envie de te parler d'un artiste qui s'appelle Andrew Scott. Je vais te montrer un peu ce qu'il fait. Voilà, tu vois, il fait... c'est très fort, ouais. C'est beau, c'est fort. Ouais, tu vois, ouais. Et en gros, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, il illustre souvent des enfants qui semblent soit s'échapper ou briser ou manipuler leur propre environnement, qui a un cadre, et il fait des œuvres en 3D, donc des fois, il va mettre de la peinture aussi sur le mur pour simuler un graphe, ou il va casser le cadre, etc. Et ces œuvres, pour moi, c'est comme des métaphores avec des barrières psychologiques, tu vois. Dedans, il y a l'évasion, il y a de la solitude, il y a du développement de soi. Et on a l'impression que les enfants cherchent toujours à casser les codes dans son univers. Et moi, c'est un point commun que je vois aussi avec toi. Tous les deux, vous exposez vos trophées au mur. Quel conseil tu donnerais à Fanny quand elle avait 16 ans? De s'écouter, de croire en elle, puisque ça a marché, tu vois. Mais je crois qu'elle avait même pas besoin de conseils en réalité, tu vois. C'est vraiment pour répondre à ta question, tu vois, que je dis ça, mais je crois que Fanny, quand elle avait 16 ans, du coup, il y a 16 ans, ça fait mal, elle avait pas besoin de conseils, elle avait déjà compris. Il faut qu'elle reste têtue comme elle est, bornée comme elle est, déterminée comme elle est, et qu'elle continue d'avancer, en fait. Et qu'elle se mange les murs qu'elles doivent se manger. Il y a une remise en question derrière les murs qu'elle se mange aussi, alors. Exactement. Il y a une évolution. Donc elle n'est pas aussi bornée que ça, finalement. Non, carrément pas, j'avoue. J'ai quand même mangé les murs. Mais une fois que je les avais mangés, là, j'ai réfléchi, tu vois. Ouais. Mais j'ai mangé des fois plusieurs fois le même. Hein. Ouais, c'est l'expérience de la vie, ça. Ouais, exactement. Mais pour moi, une vie n'est pas réussie si tu te remets pas en question. Tu vois ce que c'est nul les gens qui se remettent pas en question. C'est vraiment un truc que je tolère pas dans la vie, tu vois. Vraiment. Ouais, je comprends. On doit tous se remettre en question pour évoluer, pour avancer. Donc, aucun conseil, vis ta vie.
vis ce que t'as à vivre et kiffe. C'est beau, c'est beau. Dernière question pour toi. Comme l'énigme marron, si tu devais faire le bilan. Ah, le bilan. Le bilan, c'est que c'est cool, c'est que je kiffe ma vie. Mais de toute façon, je vais en faire même un plus gros de bilan là, parce que moi j'ai un projet cette année. Ouais, Du coup, je te le tease, tu vois, je te le tease on dans allait ton venir aux émission. actus là. Vas-y, Je chouchou. te le tease dans ton émission. Moi, j'ai un projet d'écriture de livre, justement sur ma carrière, sur la place de la femme dans l'ingénierie son, et même dans la musique. société, même carrément, non, tu vois. Pour moi, c'est important d'en parler, tu vois. Bien sûr. Et sur ce truc de casser les codes, comme tu dis. Donc, j'ai ce projet de livre, et le bilan, c'est ce livre, en fait. Clairement, c'est toute la route que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu vivre, voir. C'est pas un livre de dénonciation du tout. C'est un livre de je te montre en fait que c'est possible de le faire. J'ai envie de donner envie aux gens, ou surtout aux meufs, tu vois. Petite sœur. Ah ouais. Normal. Parce que je sais qu'il y a plein de meufs qui m'écrivent, même sur les réseaux, qui me disent ouais, moi je rêve d'être ingé son. Bah vas-y, fonce meuf. Regarde, je l'ai fait, c'est que c'est faisable, tu vois. Donc voilà, une envie de montrer qu'on peut le faire. Le bilan, c'est ça pour moi. Le bilan, c'est de se dire qu'aujourd'hui, j'ai pris assez de bagages pour pouvoir me permettre de poser tout ça par écrit et de le montrer à tout le monde. C'est Et beau. de faire des interviews aussi, et de parler de moi et tout ça, je trouve que c'est cool. Ouais, totalement. C'est quoi les actus là? Les actus, ce sont les masterclass. Je fais beaucoup de masterclass en ce moment, donc au studio. J'en ai une de prévue, j'en ai même 3 de prévues courant mars, du coup. Les masterclass, le livre, forcément. Les écoles de son qui me sollicitent de plus en plus. Donc, on est beaucoup dans le partage d'expérience au final. Parce que ce soit livre, masterclass ou cours, c'est du partage d'expérience. Développer l'activité chez Voltaire Record, qui est un studio que j'affectionne énormément. Voltaire Record est une association qui est en train de vraiment grossir. On a un Voltaire Paris qui est prévu. Il y a une branche en Nouvelle-Calédonie qui est en train de se développer, bien. voilà, sur justement la culture locale et tout ça. Donc très important. Je trouve que c'est cool d'en parler aussi, tu vois. Et donc du coup à fond derrière Voltaire. Parce que Voltaire, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis directrice de Voltaire au Bagne. Mais il y a quelqu'un derrière qui gère tout ça et qui se reconnaîtra dans l'interview. J'ai pas besoin de le citer, tu vois, et qui est quelqu'un de très courageux et qui fait ça super bien et qui est plein de bonté et de bonne volonté. Et je pense qu'il est grand temps que, tu vois, c'est lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut lui rendre l'appareil et être à fond derrière lui dans les projets. Quoi. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, exactement. C'est beau. Écoute, un grand merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois qu'on a fait le tour de tout. Ouais. Peut-être un grand merci à toi, en fait, du ça coup. fait plaisir. Merci pour l'accueil, merci pour les questions que j'ai trouvées cool. Merci. Parce qu'on est sur un marathon de promo et tu m'as trouvé plein de questions que j'avais pas eu du tout de toute la journée. Ah ça me fait plaisir. Et je suis pas journaliste. Hein. Voilà. Et j'ai pas utilisé l'IA non plus. Franchement, c'est top. Non, on voit que tu maîtrises ton sujet, on voit que tu t'es documenté et tout sur moi, donc merci de l'intérêt que tu me portes. Ça me fait plaisir. Et merci de faire partie de ces médias qui donnent de la lumière aux gens de l'ombre. Et on va continuer comme ça et on va aller le plus loin possible. À fond. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mes réseaux sociaux, Fanny-ingé-son. Magnifique. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Je suis allée droit au but. Voilà. Et on peut t'écrire sur LinkedIn ou un truc comme ça, ou Insta, c'est bien? Insta et TikTok. TikTok, c'est pas un tiré du bas, c'est un point. Fanny.ingé-son. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir gérer le truc. Je pense que normalement, c'est facile de me retrouver. Merci à toi, Fanny. Merci beaucoup à toi. Force à toi pour la suite. Merci à toi aussi. C'est toi. T'as kiffé? Ouais, de ouf, ça. Moi. Ah ouais, de fou. Faut le dire à Combini, il y a aux Arocs. Largement. Je suis content si ça vous a plu. Ouais, non, franchement, c'était super. T'as bien bossé le truc.